Comment s'intégrer dans son nouveau milieu de vie sans en connaître l'histoire? Comment pouvoir agir dans sa nouvelle communauté d'accueil sans en comprendre les événements qui ont construit son devenir? Loin d'être une région sans histoire, une banlieue créée artificiellement par un phénomène d'étalement urbain, les Basses-Laurentides sont ainsi en raison des événements marquants qui les ont façonnées. Afin de pouvoir, à votre tour, vous impliquer pour contribuer à l'histoire de votre région, nous vous proposons un bref survol historique concernant les Basses-Laurentides. D'abord, on doit comprendre que les Basses-Laurentides ont été un territoire très important pour le développement de la Nouvelle-France et du Canada, car les voies navigables constituent un réseau de transport privilégié. La population va progressivement s'installer le long de la rivière des Mille-Îles. Le secteur de Saint-Eustache, Deux-Montagnes et de Sainte-Thérèse-Boisbriand seront densifiés en raison de la concentration de la population qui s'est installée stratégiquement près d'un cours d'eau. Comment ces villages, composés de quelques chaumières, fermes et routes de terre, ont-ils réussi à devenir l'une des régions les plus importantes du Québec? La configuration actuelle de la ville de Saint-Eustache doit son origine à son passé seigneurial du temps de la Nouvelle-France. La seigneurie où se trouve Saint-Eustache est pour la première fois concédée à un dénommé Michel Sidrac Duguay de Boisbriand en 1683. Toutefois, le sieur de Boisbriand, n'ayant pas rempli ses devoirs qui lui étaient incombés, c'est-à-dire y établir une terre d'habitation, élevage, moulin, on lui retire sa terre. On remarque d'ailleurs que la ville de Boisbriand porte son nom. Ce n'est qu'en 1739 qu'un certain Eustache Lambert Dumont devient le premier véritable seigneur de la ville de Saint-Eustache. C'est cependant son fils, Louis-Eustache Lambert Dumont, qui développe véritablement la seigneurie. Il construit d'abord un moulin à farine sur les bords de la rivière du Chêne. Ce moulin, qui prendra plus tard le nom de Moulin Légaré, est aujourd'hui le plus vieux moulin mu par la force de l'eau en Amérique du Nord, à n'avoir jamais arrêté de fonctionner depuis sa mise en service. L'héritier d'Eustache Lambert Dumont, Louis Eustache, et son fils, Eustache Nicolas, participent activement au développement de la seigneurie. Ils font construire notamment plusieurs moulins, une église, des routes et des ponts. Après le décès de Louis Eustache en 1807, la section Rivière-du-Chêne est partagée entre ses enfants. Les alliances matrimoniales intègrent de nouvelles lignées de seigneurs, les Lefebvre de Bellefeuille, les Laviolette et les Globinski. Charles-Auguste Maximilien Globinski, le dernier seigneur de Saint-Eustache, meurt en 1906. Son décès marque la fin de l'ère seigneuriale de Saint-Eustache, pendant laquelle cette ville a connu un fort développement. D'ailleurs, le manoir Globinski a accueilli l'hôtel de ville jusqu'en 1986, est devenu ensuite la Maison de la Culture et du Patrimoine en 2005 et abrite aujourd'hui diverses expositions. Bien sûr, un événement incontournable a marqué l'histoire de Saint-Eustache, c'est-à-dire la rébellion des Patriotes de 1837-1838. En effet, la ville a été le théâtre d'une des plus importantes batailles du conflit. Rappelons d'abord, très brièvement, ses enjeux. Vers 1830, la population du Bas-Canada est constituée d'environ 75 000 Anglais et de 500 000 Canadiens français. Malgré le fait que le Haut et le Bas-Canada possédaient leur propre parlement, le gouverneur détenait en réalité tous les pouvoirs. C'est alors que le Parti patriote revendique davantage d'autonomie et une démocratisation des institutions. Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote, dépose à l'Assemblée du Bas-Canada ses 92 résolutions qui vont dans ce sens. Devant le refus de Londres, la situation s'envenime évidemment et tourne à l'affrontement entre les rebelles canadiens-français et les officiers britanniques. Les batailles les plus célèbres ont été les batailles de Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Eustache. Fait intéressant à noter, des anglophones, animés par les mêmes idéaux républicains, ont également pris part au mouvement patriote. Concernant Saint-Eustache, c'est le 14 décembre 1837 que le docteur Jean-Olivier Chénier et ses alliés se réfugient dans l'église construite en 1783, maintenant classée monument historique depuis 1970. Alors qu'ils se croyaient en sécurité,
le clergé les excommunie. Les combattants trouvent également refuge dans le presbytère, le couvent, la maison seigneuriale, ainsi que dans quelques résidences, et combattent les quelques 2000 hommes du général John Colborne. Lors de cette bataille, qui a duré moins de 5 heures, une centaine de patriotes sont tués. Par la suite, les Britanniques mettent le feu au village, 60 maisons sont détruites ou endommagées, de même que l'église. Fait insolite, une lecture différente de cet événement nous est offerte par le célèbre Jules Verne dans son roman « Famille sans nom ». Ceci conclut notre bref aperçu de l'histoire de Saint-Eustache. Oka est situé en bordure du magnifique lac des Deux-Montagnes. En 1663, les sulpiciens du séminaire de Saint-Sulpice à Paris sont nommés seigneurs de l'île de Montréal. On note la création du territoire d'Oka vers 1676, lorsque les Sulpiciens contraignent les Mohawks de quitter leurs terres auparavant situées à l'emplacement actuel du centre-ville de Montréal, vers leur terre de chasse, Kanesatake, située aux embouchures du lac des Deux-Montagnes et de la rivière des Outaouais. En 1717, les Sulpiciens réclament la totalité du territoire occupé par les Mohawks. L'intendant et le gouverneur acceptent. De 1721 à 1867, le territoire se nomme Mission Lac des Deux-Montagnes. Le principal but était, entre autres, de convertir les dits autochtones à la religion catholique. Ceux-ci ont d'ailleurs construit le calvaire d'Oka entre 1740 et 1742 sous l'ordre des Sulpiciens. Dès 1867, on juge le nom Mission Lac des Deux-Montagnes trop long, décidant ainsi de le nommer le village d'Oka. Oka, c'est le nom du chef algonquin Paul Oka qui signifie poisson doré. La région a ensuite été profondément marquée par la fondation de l'abbaye cistercienne dans les années 1880. Ces religieux ont contribué significativement à l'évolution économique régionale en encourageant l'agriculture, le commerce et la formation. Ils fondent l'Institut agricole d'Oka en 1893, qui deviendra par la suite la faculté d'agriculture affiliée à l'Université de Montréal. À cet effet, la crise d'Oka a été un événement politique marquant dans la région qui a opposé la nation Mohawk aux États québécois et canadiens durant l'été 90, plus précisément du 11 juillet au 26 septembre. D'ailleurs, la crise a demandé l'intervention de l'armée canadienne après l'échec d'une intervention de la Sûreté du Québec. Les prémices de la crise de 1990 prennent leurs origines dans un projet qui s'organisait pour construire un centre de désintoxication pour Autochtones. Un groupe de citoyens s'y opposant se mobilise. Plusieurs interventions policières d'envergure ont aussi lieu dans les communautés Mohawk, dans l'année avant la crise. La tension monte lorsque le maire de la ville d'Oka décide d'accorder un permis à un promoteur québécois afin d'agrandir un terrain de golf et de réaliser un projet domiciliaire. Auparavant, on doit comprendre que le gouvernement canadien, tuteur des Amérindiens, avait empêché les Mohawks de conclure une entente pour acheter ce terrain jugé ancestral. La crise éclate, les affrontements violents se multiplient et les négociations sombrent dans l'impasse. Des accusations criminelles tombent sur les Warriors d'Oka, mettant officiellement fin à la crise. Quant aux revendications territoriales, il faudra attendre 10 ans pour en arriver à une entente formelle mais provisoire entre les représentants élus de Kanesatake et le gouvernement fédéral canadien. Le projet de développement immobilier du maire ne se réalisera jamais et les terres ont été rachetées par le gouvernement fédéral. Encore aujourd'hui, la revendication globale sur la seigneurie des Deux-Montagnes n'est toujours pas réglée et les Mohawks n'ont toujours pas de réserve officielle. Une délicate accalmie s'est néanmoins installée. Enfin, sur une note plus positive, Oka est actuellement très réputé pour son fromage. Inventé en 1881 par les moines trappistes de l'abbaye qui le fabriquaient alors sur place, la fabrication du fromage d'Oka appartient à une entreprise, l'entreprise Agropur, depuis 1975. Dans le cas de Sainte-Thérèse, celle-ci est la porte d'entrée principale des Basses-Laurentides et a été l'une des premières seigneuries de la région. À cet effet,
L'histoire seigneuriale et son développement sont assez typiques. 1743 marque la date officielle du début de l'ère seigneuriale de Sainte-Thérèse, alors que Suzanne de Langloiserie et son mari Jean-Baptiste Céloron de Blainville prennent possession des terres. Le 15 octobre 1789, Marie-Anne-Thérèse de Blainville inaugure et bénit la paroisse actuelle de Sainte-Thérèse d'Avila. Le 1er juin 1849, le village de Sainte-Thérèse voit le jour à la demande de Louis Marteau, Paul Filiatro et Joseph Benjamin Lachaine au Conseil des paroisses du comté de Terrebonne. Le village devient officiellement une ville en 1916. Sainte-Thérèse a connu une histoire religieuse assez importante. En 1825, le curé Charles-Joseph Ducharme fonde le séminaire de Sainte-Thérèse pour protester contre l'institution royale, régime instauré par la métropole anglaise pour encadrer la vie scolaire dans les communes. En 1881, le séminaire est complètement réduit en cendres. Le séminaire est reconstruit dans l'état où nous le connaissons aujourd'hui et inauguré au courant de l'automne 1883. En 1967, l'ancien séminaire de Sainte-Thérèse devient alors un cégep, institution gouvernementale et laïque, sous le nom de Collège Lionel Groulx, un établissement scolaire très important au Québec, réputé pour son dynamisme et la qualité de sa formation en arts et en sciences sociales. Un petit mot sur la magnifique ville de Rosemère. Cette ville se situe à peine à 5 km de Sainte-Thérèse. Rosemère est surtout caractérisée par la présence historique d'une communauté anglophone importante et par ses quartiers résidentiels à l'allure paisible et très florale. Le nom de Rosemère lui a été donné en 1880 par un dénommé J.P. Withers, un officier du Canadien Pacifique. Impressionné par l'abondance des rosiers sauvages, il décide de donner à cette région le nom de Rose, en y accolant le nom Mere, vieux nom anglo-saxon signifiant marais. À quelques kilomètres de Rosemère et Sainte-Thérèse se trouve Lorraine, ville typiquement résidentielle. En fait, l'histoire de Lorraine est relativement récente. La ville a été fondée en 1960 par des hommes d'affaires qui rêvaient d'une ville résidentielle de type unifamilial, sans industrie, sans prolifération de commerce, sans résidence à haute densité et sans pollution. Lorraine est donc historiquement une ville très calme et, fait intéressant, ne possède aucun feu de circulation. Le développement industriel de Blainville débute en 1939, au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec l'implantation du Plan Bouchard, un véritable complexe militaire. Tout avait été prévu. Une chapelle, une gare, une banque, un hôpital, des bureaux, des garages, des entrepôts, une cantine et des bunkers pour entreposer les munitions. L'usine du Plan Bouchard emploie alors 6 000 travailleurs, les femmes représentant une forte proportion des employés. La contribution des ouvrières leur vaudra d'ailleurs le titre de soldats de l'industrie. L'usine de remplissage était civile et divisée en 4 chaînes de montage comprenant plus de 400 bâtiments, dont plusieurs étaient reliés par des passerelles en bois. Après la Deuxième Guerre mondiale, et ce jusqu'en 1969, le Plan Bouchard demeure une base militaire active. Jusqu'en 1973, près de 200 employés civils y travaillent et de nombreux militaires y sont affectés. Le site a été nettoyé et décontaminé en 1995. Les bunkers de munitions vides se trouvent toujours dans le boisé situé à l'extrémité du Plan Bouchard. Mirabel est une ville constituée de 8 municipalités. La plupart des municipalités de Mirabel seront constituées vers 1850. Avec ses champs en perte de vue, l'agriculture est et a été longtemps une grande activité économique à Mirabel. Ce territoire plat et fertile représente en réalité la ligne de démarcation entre les Basses-Laurentides et le territoire montagneux plus caractéristique des Laurentides et des Hautes-Laurentides. En fait, Mirabel est officiellement entré dans l'histoire vers la fin des années 60 lorsque le gouvernement canadien a jugé l'aéroport de Dorval-Montréal techniquement mésadapté pour desservir le trafic aérien. Le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau exproprie alors à bas prix le grand territoire de l'aéroport et entame sa construction dès 1970. Cette expropriation a touché non seulement un grand nombre d'agriculteurs, mais aussi un nombre élevé de résidents,
parmi les municipalités visées. Une expropriation qui a semé le mécontentement et la résistance chez une grande proportion de citoyens. Doté d'une zone opérationnelle de 7 000 hectares, entouré d'une zone tampon de 29 000 hectares, cet aéroport devient le plus vaste site aéroportuaire du monde, en prenant en charge tous les vols internationaux, de même que certains vols de correspondance à destination des grands centres urbains du Canada. Cependant, dès 1981, l'aéroport devient peu attrayant. Les projets de rallongement de l'autoroute 13 entre l'aéroport d'Orval et Mirabel, ainsi que le rallongement de l'autoroute 50 vers Ottawa, ne voyaient jamais le jour. Dès 1997, la Société Aéroports de Montréal annonce le transfert graduel des vols internationaux à partir de Dorval. Dès 2003, on renomma l'aéroport de Dorval Aéroport international Pierre-Éliott Trudeau. L'aéroport de Mirabel sombre petit à petit. Le dernier vol de passagers a eu lieu le 31 octobre 2003 à destination de Paris par la compagnie Air Transat. Depuis, l'aéroport de Mirabel est déserté et ne sert qu'au vol de marchandises. Toutefois, plusieurs projets concernant l'aéroport suscitent encore de l'intérêt et une importante grappe industrielle dans le domaine aéronautique s'édifie autour de l'aéroport, porteuse de milliers d'emplois dans la région. Nous vous avons présenté quelques faits historiques jugés marquants concernant les Basses-Laurentides. Évidemment, ce n'était qu'un survol puisque les Basses-Laurentides sont caractérisées par une histoire et une richesse débordantes, mais surtout surprenantes. Nous vous invitons donc à rester curieux et à participer à votre tour à la construction de notre région si fascinante.